Ce balado, c'est votre rendez-vous mensuel à ne pas manquer pour vous tenir informé des dernières nouvelles de l'industrie, en compagnie de vos animateurs Charlotte Cousineau et Guillaume Houle. Bienvenue à Actualité Construction. Bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Contente de te retrouver aujourd'hui parce que ça bouge dans la construction. Et pas à peu près. Il y a plusieurs projets de loi qui sont en cours ou qui viennent d'être adoptés. Et on reçoit aujourd'hui le ministre du Travail, Jean Boulet, pour nous parler du plus important projet de loi des 30 dernières années dans notre industrie. Bonjour, Monsieur le ministre. Oui, bonjour Guillaume. Bonjour Charlotte. Bienvenue à Actualité Construction. Un plaisir d'être ici, vraiment. Et projet extrêmement important. Tellement important que ce mois-ci, on va déroger de notre formule habituelle. Ouais. On va laisser tomber les 3 nouvelles éclairs et vraiment se concentrer sur le projet de loi 51. Avant, on va juste faire un petit clin d'œil. Une petite mention au congrès ACQ qui a eu lieu au début du mois de mai, les 2 et 3 mai derniers, au Hilton Québec, à Québec, où il y a eu là, plus de 500 participants. C'est le plus gros événement annuel qui est organisé par l'ACQ. Beaucoup d'entrepreneurs membres qui étaient présents. Et mention aussi à notre nouveau conseil d'administration qui a été élu pendant le congrès. Bien, dans le fond, c'était la première activité du congrès, dont Eric Fraser, qui est le nouveau président de la CQ. Ça a fait aussi... ça marque la fin des travaux majeurs de refonte du conseil d'administration qui ont été faits pour le rendre beaucoup plus agile et beaucoup plus près aussi de la réalité des entrepreneurs. Ça bouge tellement vite. Il faut pouvoir être réactif puis pouvoir se coller à ce qui se passe. Parce que c'est eux qu'on représente. Là. Fait qu'il faut vraiment qu'on soit près de leur réalité. Et le congrès s'est terminé par la fameuse soirée des prix Construire qui a été animée par la talentueuse Edith Cochrane où 18 lauréats ont reçu des prix Construire et où on a pu avoir un discours de M. le ministre. Un discours, j'allais dire endiablé. Peut-être pas endiablé, mais chaudement applaudi. Très bienvenu par les acteurs de l'industrie. Vous avez abordé plusieurs sujets de front. Vous avez déposé verbalement votre vision de l'industrie de la construction. Puis je pense que les entrepreneurs voient ça. Pour la première fois depuis longtemps dans un ministre du Travail. Puis là, je dis pas ça pour vous flatter dans le sens du poil, là, je dis ça vraiment parce que c'est ce qu'on a ressenti de la part des entrepreneurs, c'est ce qu'on a ressenti de la part de la salle. Comment avez-vous vécu ce moment-là, M. le ministre? Bien, d'abord, j'étais heureux d'être là parce que c'est un événement remarquable. Vous profitez de l'opportunité pour souligner les initiatives, l'engagement des entrepreneurs pour faire avancer ce secteur qui est vraiment névralgique, non seulement pour l'économie, mais pour les Québécois, les Québécoises. On le sait, dans tous les secteurs d'activité humaine, on a besoin des entrepreneurs. On disait souvent, quand la construction va, tout va. Et on le réalise encore plus dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. C'est des maisons, c'est des bâtisses, c'est des projets industriels, c'est des écoles, des hôpitaux, des routes. On a besoin donc d'avoir une capacité de construire qui est en arrimage avec la diversité des besoins. Et donc, j'étais heureux d'être là, de côtoyer des entrepreneurs, de discuter avec eux. Puis je salue évidemment l'élection de Eric Fraser puis de toute son équipe. Puis j'ai toujours trouvé que l'ACQ était une organisation qui était bien structurée et qui était capable d'accompagner le Québec dans une vision que nous devons tous avoir dans un environnement qui est en constante mutation. Et c'est ça qui nous a guidés dans l'élaboration du projet de loi 51. Exactement, qui est le vif du sujet. J'aime bien que vous fassiez la transition. C'est le projet de loi dont on a parlé depuis le début de l'année, Charlotte, puis Monsieur le ministre, on en a parlé énormément ici à Actualité Construction, dans tous les outils de communication de l'ACQ. Et on parle de modernisation de l'industrie de la construction là-dedans. Plusieurs éléments qui sont modifiés. On ajoute une notion de flexibilité, de polyvalence dans l'exercice des métiers. On va plus loin que ce qu'on a déjà été en matière de mobilité de la main-d'œuvre. Également, il y a certains petits éléments qui touchent les femmes, l'accessibilité aux femmes, l'accessibilité à l'industrie de la construction pour les femmes, pour les diverses communautés également. Il y a quelques éléments qu'on va vouloir aborder en profondeur parce que là, on a parlé des grands concepts. On a parlé de polyvalence, on a parlé de mobilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le terrain? Là? Pour les entrepreneurs qui nous écoutent, comment on va arriver à mettre en place ces notions-là? Parce que ça reste philosophiquement très intéressant.
Sur papier, on le fait avec APECO. On a fait une étude qui a démontré qu'on pouvait aller gagner jusqu'à 10% dans les tâches de flexibilité, 10% des heures travaillées. Ça, c'est pas rien. Ça représente pas loin de 25 écoles primaires de plus qu'on pourrait construire annuellement. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu plus là, qu'est-ce que la polyvalence et puis comment ça va s'appliquer sur les chantiers? Bon, la polyvalence, évidemment, c'est une façon de mieux planifier ton organisation du travail. Puis vous y faites référence, l'étude d'APECO démontrait que dans une hypothèse qui est à peu près similaire à celle qui est dans le projet de loi 51, on peut sauver des délais et des coûts. Et ça peut représenter jusqu'à 10 % des heures travaillées. En 2022, on le répète souvent, Guillaume et Charlotte, il y a eu 210 millions d'heures travaillées. 10 % c'est à peu près 21 millions d'heures qui pourraient être consacrées à la construction de tout ce que ça peut représenter pour les maisons, les écoles, les projets industriels. Donc, moi, je vois la polyvalence comme un incitatif pour les entrepreneurs de mieux planifier leur organisation du travail. Ce qui est important de respecter, c'est aussi les compétences des travailleurs et travailleuses. Il faut le redire, au Québec, on a des personnes compétentes. Il faut respecter leur santé, leur sécurité, leur intégrité, parce qu'il y a des problématiques quand même assez importantes. Il faut aussi tenir compte de la qualité des travaux de construction, mais enfin, il faut réduire les délais, il faut diminuer les coûts. Puis la polyvalence, c'est pas moi qui va venir dire comment le faire. Je pense qu'il y a des balises dans le projet de loi, dans la loi, qui vont permettre aux entrepreneurs d'être guidés. Par exemple, il faut que ce soit dans la même séquence de travail, il faut que ça permette de faire avancer les travaux, il ne faut pas que ce soit trop long dans une journée, mais que ça permette d'éviter qu'une personne n'ait rien à faire pendant un certain délai. Souvent, on réfère au couvreur qui a besoin de réparer une feuille de contreplaqué sur une toiture d'un centre commercial, au lieu de descendre puis de demander à son patron de faire venir un charpentier menuisier, il pourra le faire lui-même. Et ça, on a parlé du cadre de porte, mais c'était quand même une expérience vécue par un entrepreneur qui a témoigné, qui a dit que ça prenait 7 quarts de métier pour changer un cadre de porte dans une école. Fait que c'est de bien faire les choses, mais d'éviter qu'on soit en attente. Puis actuellement, dans la loi, ce que nous connaissions, c'est qu'il y avait une rigidité entre les métiers. Tu ne pouvais pas faire la tâche d'un autre métier. Évidemment, ça pouvait se faire en pratique, mais ce n'était pas compatible avec la loi. Maintenant, on va pouvoir le faire. Puis la polyvalence, bien, c'est la flexibilité, c'est une organisation du travail plus agile, plus souple. Puis je pense que ça va être bénéfique aussi pour les travailleurs et travailleuses. Parfois, ils ont des gestes répétitifs sur des périodes de temps prolongées. Ça va leur permettre d'apprendre puis de faire des tâches d'un autre métier, encore une fois, qui sont en lien, qui sont complémentaires. On ne demandera pas à un charpentier menuisier de faire des tâches d'un électricien. Il faut respecter c'est ça. Il y a certains métiers, là, il y a certains métiers auxquels on ne touche pas. Là. On pense électricien, grutier, les tuyauteurs, les mécaniciens d'ascenseur. Oui, c'est des métiers qui requièrent des compétences particulières et il y a des enjeux de sécurité. Fait qu'il faut être extrêmement prudent. Exact. Donc là, quand vous parlez de flexibilité, c'est pas vous qui allez dire quoi faire sur les chantiers acquis, là. C'est le contremaître ou l'entrepreneur général ou l'entrepreneur spécialisé qui va dire à son équipe de travail le matin, voici les tâches qu'on a besoin de réaliser aujourd'hui. Il nous manque un joueur dans l'équipe aujourd'hui. Est-ce qu'on peut répartir certaines tâches entre certains individus pour s'assurer que le travail continue, là? C'est un peu comme ça qu'on l'imagine. Tout à fait, Guillaume. Il faut que ce soit fait simplement, de manière compatible avec les besoins de l'entrepreneur. Puis le contremaître qui planifie, il va être capable de déterminer où la polyvalence va s'appliquer dans les faits. Fait qu'il faut que ce soit bénéfique comme ça. Il faut garder ça simple, mais il faut que ça nous permette d'éviter que des personnes soient en attente pendant une demi-heure, 1 heure, parfois 2 heures, parfois jusqu'au lendemain.
Oui, oui, vas-y, Charlotte. C'est à partir de quand qu'ils vont pouvoir mettre ça en place et qu'ils vont pouvoir commencer à instaurer toutes ces nouvelles dispositions-là? Actuellement, la loi a été sanctionnée la semaine passée, le 28 mai, et donc c'est en vigueur. Fait que dès Et maintenant... donc, déjà, la CCQ est en action pour déployer des initiatives, faire des guides pour accompagner les entrepreneurs. Mais moi, je compte aussi beaucoup sur l'Association de la construction du Québec et les autres associations d'employeurs, de même que les syndicats, pour accompagner. Il faut tous avoir maintenant une vision de l'avenir, comment la polyvalence, ça va s'appliquer. C'est pas le ministre, c'est pas mon équipe qui va dire « vous devriez faire ci de telle et telle manière ». Vous savez comment vous approprier les tâches, vous savez comment sauver des délais puis réduire des coûts. Donc, c'est un outil additionnel, puis c'est un des leviers qui apparaissait dans la loi R20 qu'on a utilisé dans la perspective de moderniser l'industrie de la construction. Donc, pour les mauvaises langues qui disent que la flexibilité, ça va être un bar ouvert, là, c'est pas le cas. Absolument pas. C'est pas un bar ouvert. Il faut respecter les compétences des travailleurs, leur santé, sécurité, puis il faut que ce soit plus agile, plus efficace. Puis moi, je vais me fier beaucoup à l'expertise des milieux de travail. Oui, puis il y a plusieurs exemples qui vont nous venir. Il y a de notre côté à la Sécu des conseillers en relations du travail qui sont dans toutes les régions du Québec. Si les entrepreneurs ont des questions, ces gens-là sont bien formés pour répondre aux questions. Donc, on invite tous les entrepreneurs sur les tâches de polyvalence. Si vous avez des questions, appelez votre conseiller dans votre région. Il est là pour vous répondre, puis on est là pour vous aider. Oui, puis Guillaume, je pense qu'avec le temps, on va réaliser que des tâches sont plus fréquemment faites par un type de métier, par un corps de métier. Et on a un comité de formation professionnelle de l'industrie de la construction qui va pouvoir développer des activités de formation pour permettre à des personnes d'un métier X de pouvoir réaliser des tâches d'un métier Y en ayant la formation appropriée. Il y a déjà plusieurs dispositions de la loi qui viennent changer le droit des travailleurs de pouvoir travailler dans une autre région que celle dont ils sont domiciliés. C'est une revendication de longue date de l'ACQ. On a fait affaire avec les tribunaux. On est toujours devant les tribunaux sur cette question-là. Grâce au projet de loi, on va venir moderniser pour nous notre industrie en amenant plus de mobilité de la main-d'œuvre. Il y a plusieurs exemples qui sont sortis à travers le temps. Par exemple, le travailleur qui habite à Saint-Hyacinthe, qui déménage à Drummondville, mais qui ne change pas d'employeur et qui ne peut plus poursuivre son travail pour son employeur de Saint-Hyacinthe parce qu'il n'est pas dans la même région. On a le travailleur de Mont-Laurier qui, lui, a le droit de se rendre à Valcourt, mais pas le travailleur de Sherbrooke. Est-ce que ces situations-là vont être régularisées avec le projet de loi? Absolument. Il faut, en matière de mobilité, être un peu plus au même diapason de ce qui se fait dans tous les secteurs du privé au Québec. Il n'y en a pas d'obstacle à la mobilité. Puis dans l'industrie de la construction, c'est tellement asymétrique. Ça varie d'un secteur à l'autre, d'une convention collective à l'autre. En génie civil, voirie, il y a une pleine mobilité pour 13 des 25 métiers. Après ça, il y a une mobilité qui est limitée pour l'industriel, commercial et institutionnel à 20 des personnes de métier. En fait, c'était extrêmement complexe. Il y a des procédures judiciaires. Donc, le but du projet de loi, c'était de simplifier et d'éclaircir et d'assurer que les personnes qui veulent être mobiles, parce que la mobilité, c'est une faculté, c'est pas une obligation. Et moi, je suis allé souvent sur des chantiers, Guillaume, Charlotte, et il y a des travailleuses qui me disaient, moi, j'aimerais ça aller contribuer à la construction de telle entreprise dans telle région. Donc, c'est une volonté. Et donc, on a voulu simplifier puis avoir une règle qui est facile à appliquer. Donc, on a le concept de travailleur préférentiel qui existait avant. Donc, on a diminué le nombre d'heures qui doivent être travaillées avant d'être complètement mobile. Tu sais, par exemple, pour un homme, c'était 1500 heures. Maintenant, c'est 500 heures. Il va pouvoir suivre son employeur qui applique, qui soumissionne pour réaliser des travaux de construction dans une autre région. Et ça, pour moi, c'est l'exercice d'un droit individuel et c'est respectueux du droit d'une personne de pouvoir se déplacer. Il y a la pleine mobilité qui était aussi un enjeu, souvenez-vous.
Pour être complètement mobile, ça veut dire aller pour un autre entrepreneur dans une autre région. Il y a quand même un seuil de 15 000 heures. Ça, c'est les travailleurs, travailleuses qui ont un peu plus d'expérience et qui peuvent se déplacer sans enjeu véritable. Donc, la mobilité est accrue, mais ça non plus, ce n'est pas un bar ouvert. On ne voulait pas que tout le monde aille n'importe où. Mm-hmm. Il fallait respecter aussi la priorité d'embauche dans les régions, mais on n'est pas dans le contexte des années 2010-2015 où il y avait énormément de chômage. Il y a de la pénurie de main-d'œuvre et on est convaincu que ça va permettre d'accélérer la réalisation de travaux de construction dans les régions du Québec. Fait que, si je comprends bien, on facilite la mobilité, mais on ne se retrouvera pas avec des problèmes où il y a des régions où ça va être que des travailleurs de Montréal et tous les travailleurs de la région ne travailleront pas. Non, absolument pas. D'ailleurs, les chiffres nous démontraient en 2022 que les travailleurs et travailleuses de Montréal réalisaient 96 % de leurs heures à Montréal. Donc, c'est les personnes de région qui viennent combler les besoins que nous avons à Montréal. Et dans les régions, c'est la même dynamique. Il y a des projets qui ont été retardés parce qu'il y a un déficit de main-d'œuvre dans beaucoup de métiers. Et c'est ça qu'on veut éviter. Il y a eu une dévitalisation dans certaines régions. Ça va permettre à des travailleurs et travailleuses de revenir, de travailler et de répondre à des besoins essentiels pour les Québécois et Québécoises. Et puis, les dispositions sur la mobilité, eux, entrent en vigueur à quel moment exactement? Parce qu'il y a différents moments là, dépendamment des enjeux. Là. Oui, ça va rentrer plus tard en vigueur, mais la polyvalence, ça, c'est important de redire que ça entre en vigueur tout de suite. Parfait. Okay. Donc, on s'attend plus 2025 pour les dispositions concernant la mobilité. Puis, de toute façon, Charlotte, on va en faire part à nos auditeurs et aux entrepreneurs, le cas échéant, là, quand les différentes dispositions vont entrer en vigueur. Bien, le 30 avril, là, comme vous savez, les conventions collectives de travail expirent, puis ça va entrer en vigueur de façon concomitante pour la mobilité. Donc, lors des prochaines négociations. Ouais. Voilà. Moi, une question que je me pose. On sait qu'on a parlé souvent là, de la place des femmes dans l'industrie. Il y en est question un peu dans le projet de loi. On sait qu'elles ne représentent que 3,8 % de toute la main-d'œuvre en construction. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cette portion-là va augmenter significativement? Ça a augmenté quand même depuis 2015-2016. Ouais. On a mis en place un programme d'accès à l'égalité pour les femmes, puis on a à peu près triplé là, le nombre de femmes dans l'industrie de la construction. Il faut continuer d'aller dans cette direction-là. Charlotte, ça m'est arrivé de rencontrer des filles, des femmes dans des cohortes pour l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles ou une attestation d'études professionnelles qui réalisent une passion de travailler dans ce secteur-là. Puis peu importe l'identité du métier, ça peut être une électricienne, une plombière, une charpentière menuisière, c'est ouvert pour les personnes, les femmes qui veulent travailler. On a un besoin de main-d'œuvre. Les femmes qui veulent réaliser un rêve ont la porte ouverte. Fait qu'il y a des mesures préférentielles qu'on a continuées par le projet de loi, qu'on veut continuer d'appliquer. Il y a le programme d'accès à l'égalité qui fait l'objet d'une révision actuellement à la Commission de la construction du Québec. Mais ça a donné des résultats. Puis comme par exemple, la préférence de référencement. Les femmes sont d'abord référencées. Comme lors de l'ouverture des bassins, il y a des mesures qui font en sorte que les femmes ont un accès accru à l'industrie de la construction. Et il faut que ça s'accentue. Notre objectif éventuellement avec la CCQ, c'est d'aller à 4,5 % dans les nouvelles entrées. Ça représente à peu près 1500 nouvelles travailleuses dans l'industrie de la construction. Fait qu'il faut continuer d'aller dans cette direction-là, puis il faut tenir compte aussi des groupes issus de la diversité québécoise. Oui, c'est ça. Pour eux aussi, on a mis des dispositions aussi pour faciliter l'accès, pour en avoir plus, parce qu'ils aussi, ils représentent une belle main-d'œuvre et une bonne main-d'œuvre. Oui, tout à fait. Les minorités visibles. Dans certaines régions, on réalise qu'une disponibilité importante de personnes issues des Premières Nations. Donc, on va permettre comme par exemple l'administration régionale capcivique ou d'autres organisations issues des Premières Nations qui ont des ententes avec le gouvernement, d'obtenir des permis de référence pour intégrer des personnes issues des Premières Nations. Il y a les personnes immigrantes aussi.
Je répétais souvent que la charpentière menuisienne qui arrive de Tunisie ou le peintre qui arrive de Colombie ou l'inverse puisse se faire reconnaître ses heures de formation, ses heures d'expérience pour répondre à nos besoins. Fait que ces groupes-là doivent accéder. Et là, je vous prends un petit peu au mot parce que oui, il y a des travailleurs immigrants, puis c'est très bienvenu qu'on puisse reconnaître leurs expériences, mais il y a des travailleurs québécois qui, eux, vont travailler dans des régions limitrophes, par exemple en Ontario, je pense à notre région de l'Outaouais, et qui travaillent là-bas uniquement. Et lorsqu'un chantier ouvre en Outaouais, ils ne peuvent même pas venir travailler au Québec parce qu'on ne reconnaît pas leurs expériences. Est-ce que cette portion-là des travailleurs québécois qui vont en Ontario, est-ce qu'on va reconnaître ultimement leur expérience et leur qualification? C'est une excellente question, Guillaume. Souvenez-vous, l'année dernière, on a consulté beaucoup, puis dans la région de l'Outaouais, il y a une dynamique particulière. Des personnes qui vont travailler en Ontario, il fallait rendre de nouveau notre industrie attrayante au Québec. On a un régime d'assurance qui s'applique à tout le monde, on a un régime de retraite qui est intéressant, et dorénavant aussi, avec le projet de loi 51, on va reconnaître la formation qui est faite en Ontario, on va reconnaître l'expérience qui est faite en Ontario, puis on va s'assurer dans les obstacles actuels à l'intégration, par exemple, par la voie du 35 %, puis je ne vais pas rentrer dans des éléments trop techniques, mais qui est une harmonie, qui est une fluidité qui va permettre aux travailleurs québécois ou aux travailleurs ontariens de venir répondre à nos besoins ici en Outaouais. Puis ça, j'en suis extrêmement fier, parce que les travailleurs québécois qui ont aussi de l'expérience en dehors du secteur de la construction, il faut le reconnaître. Absolument. Il faut ouvrir nos portes. Quand on parle de modernisation, il n'y a pas que le projet de loi 51, mais un des leviers, c'était ça, d'avoir un accès facilité et compatible avec le vécu antérieur des travailleurs-travailleuses, que ce soit en formation ou en travail. C'est une excellente nouvelle pour notre industrie. Merci, Monsieur le ministre. Dernière question, parce qu'il y a plusieurs de nos auditeurs qui se posent la question. D'ailleurs, vous avez consenti au syndicat dans le dernier projet de loi un gain assez majeur, qui est celui d'avoir le droit de négocier la rétroactivité salariale pour les prochaines conventions collectives. Est-ce que vous ne craignez pas que ça vienne allonger considérablement la période de négociation? Est-ce que, en d'autres termes, est-ce que vous ne venez pas là, de venir débalancer le jeu de négociation en permettant cette négociation-là? Non, je ne crois pas, Guillaume. Un peu comme pour la mobilité, où il n'y a pas d'obstacle dans d'autres secteurs, la rétroactivité, il faut que ce soit la libre négociation des parties. Moi, qu'il y ait un article dans la loi R20 qui prohibe la possibilité pour les parties de négocier la rétroactivité, notamment sur les salaires, ça m'irritait. Et lors des consultations particulières, souvenez-vous, moi j'avais mis en place avec la CCQ un fonds de rétroactivité salariale. Tout le monde disait en pratique, puis comment ça va fonctionner, c'eût été probablement très complexe. Et tout le monde m'a demandé que la rétroactivité, ses modalités d'application soient déterminées par les parties à la table de négociation. Et donc, non, je n'ai pas l'impression que ça va avoir un impact ni favorable ni défavorable sur les parties quant à leur pouvoir de négociation lors des renouvellements de conventions collectives de travail. D'ailleurs, on a allégé le régime de négociation, on a devancé les périodes de maraudage, de scrutin syndical, on demande dorénavant aux parties de déposer des demandes, des propositions, des contre-offres. On allonge la période de médiation, on va donner aux parties tous les outils pour que le renouvellement soit fait de la manière la plus harmonieuse possible. Et la rétroactivité, ça fera l'objet de pourparlers à la table de négociation sans, je le souhaite, d'impact significatif sur le rapport de force des parties. On va se le souhaiter, on va se croiser les doigts parce qu'il y a plusieurs bruits qui viennent à nos oreilles concernant les prochaines négociations qui ne vont pas nécessairement dans un sens harmonieux, disons-le comme ça. Mais la rétroactivité, ça va entrer en vigueur pas
lors du prochain renouvellement de convention collective, mais au suivant. Ce qui pourrait donner la possibilité aux parties de discuter de ces éléments-là avant la fin des conventions collectives de 2029. Il n'y a rien. En fait, en cours de convention collective de travail, on peut toujours discuter, puis on peut toujours faire des lettres d'entente qui peuvent devenir partie intégrante des conventions collectives de travail, mais ça fait partie de la dynamique des relations de travail. On est dans un contexte de rapport collectif. On a un régime particulier dans l'industrie de la construction où il y a une adhésion syndicale obligatoire. Fait qu'il y a des données dont il faut tenir compte. Et puis, vous avez mis en place un comité relations de travail aussi à la Commission de la construction du Québec qui va permettre aux parties syndicales, parties patronales de discuter de ces éléments-là en continu également. Ça fait partie d'une philosophie. Il faut aller de plus en plus dans ce que moi j'appelle les alternatives de résolution de litiges ou de différends. Et ce comité paritaire-là, c'est comme un comité de relations de travail qui existe dans une entreprise. Donc, il y aura 5 représentants des syndicats, des employeurs, et ils pourront discuter des enjeux dans un contexte soit de résolution de problématiques ou pour prévenir. Fait que c'est un forum qui, je pense, va être bénéfique pour le secteur, puis va permettre au secteur de ne pas être trop stable ou stationnaire, va lui permettre d'évoluer puis de s'adapter à des nouveaux enjeux. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, de nous avoir éclairé sur ces questions-là. De notre côté, Charlotte, on n'a pas fini le travail d'éducation, d'information. Il y a plusieurs entrepreneurs, comme je le disais, qui vont devoir œuvrer avec ces nouvelles mesures-là, qui ne sauront pas nécessairement trop comment les adresser, les mettre en place. La Sécu est là pour eux. On est là pour vous. On est là pour les entrepreneurs d'abord et avant tout. C'est notre mandat de vous servir. Et nous sommes là dans toutes les régions du Québec pour vous accompagner. Merci beaucoup, Guillaume et Charlotte. Puis je tiens à le redire, la Sécu fait un travail remarquable. On a des défis collectifs au Québec et vous êtes une institution qui va aider le Québec à progresser puis à aller de l'avant, toujours en collaboration avec les syndicats, puis tenir compte de la réalité des travailleurs et travailleuses. Merci beaucoup. Merci à vous, M. le ministre. Merci beaucoup pour votre participation. Et l'épisode se termine, mais on n'a pas fini. On a quelques petites questions encore qu'on va vous poser à micro fermé, qui se retrouveront dans un topo spécial sur notre magazine ACQ Construire. Et Guillaume, on se retrouve le mois prochain. Absolument. Actualité Construction est une production de l'Association de la construction du Québec, le plus grand regroupement d'employeurs des secteurs institutionnels, commercial, industriel et résidentiel. Pour savoir comment nous soutenons les entrepreneurs du Québec avec nos formations, nos outils et notre accompagnement diversifié, ou pour écouter nos prochains balados, rendez-vous sur notre site acq.org.